que ce soit Levi Ackerman. Attends, je te coupe. Coupe-moi. Mais Moi, coupe-moi. Levi. Action. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut les boys, salut les girls. Une vidéo totalement différente des deux premières. Pourquoi ça, Priscilla? Dites-nous, Priscilla, pourquoi Non, est-elle j'ai pas envie. différente? Aujourd'hui, on revient pour vous parler de SNK. Si vous savez pas ce que c'est, tant pis. Cette vidéo, du coup, il y a des spoils. Ceux qui ne sont pas à jour dans l'animé donc de la saison 1 à la saison 4, c'est pas fait pour vous. Moi, j'ai pas lu encore les scans, donc même dans les commentaires, ne commencez pas à spoiler, Ouais. parce que sinon, en brr. On arrive en bas de chez vous. La vidéo sera divisée en 3 parties. Donc, première partie, on va parler de l'univers d'SNK. La deuxième partie sera focalisée sur les personnages. Et la troisième, petite dédicace à notre père à tous, Hajime Isayama. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin ou encore SNK est un manga créé par Hajime Isayama. En 2009, a ensuite été adapté par Wit Studio de la saison 1 à la saison 3 et c'est MAPPA qui prend la relève pour la saison 4. Le récit raconte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des titans. Les titans. Très titanesque. On suit principalement l'histoire d'un jeune garçon en quête de liberté et de découverte du monde nommé Eren Yeager, ainsi que ses deux amis Mikasa Ackerman et mon bébé d'amour Armin Arlette. On peut donc se poser légitimement la question pourquoi cet animé, cette œuvre, ce chef-d'œuvre, que dis-je, a connu un tel succès. Dès qu'on commence le manga, on voit que c'est un monde très ancien. En fait, on voit que c'est très moyenâgeux. Ils se déplacent en charrette, ils n'ont aucune connaissance de l'appareil photo. Bon, ça, ce point-là sera très important dans les épisodes d'après, voire saison d'après. Même le design des murs, etc. En fait, dès le début, on a plein de questions qui se posent. Pourquoi ils vivent entre des murs? Pourquoi il y a des titans qui sortent de nulle part? Et c'est ça, en fait, qui nous tient en haleine de fou malade, genre, durant tout le long du manga. Ce manque d'informations volontaires par l'auteur, c'est ce qui nous tient en haleine tout le long du manga. Dès la saison 3, on comprend qu'il y a un monde extérieur et on comprend que c'est maintenant que tout se joue, quoi. On voit qu'il y a un monde extérieur qui est beaucoup plus développé que le monde à l'intérieur des murs. Ouais, ils ont une technologie, ils ont des appareils photo. Un des points essentiels, c'est les titans, d'où l'attaque des titans. La question, pourquoi en fait des titans vont débarquer pour manger les parents d'autrui? Qui t'a envoyé? On voit dès l'épisode 1 en fait qui mange... Mama Yaga. Mama Yaga. Par la suite, on découvre que Eren Yeager, faut jamais dire Eren Yeager, faut dire Eren Yeager. On découvre par la suite que lui-même possède un titan. Sachant qu'on part du début où en mode il a le seum contre les titans et tout ce qu'il veut c'est tous les exterminer et on apprend que la personne qui détestait le plus les titans est lui-même un titan et c'est ce qui une fois de plus nous tient en haleine là. Ça nous tient par le cou. Fais ce que tu veux de nous. On découvre par la suite que même pour être soi-même un titan il faut manger un titan. Donc comment Eren Yeager a pu avoir son titan? Lorsqu'on a une information, une autre nous retombe dessus. Ainsi de suite. Une info. Pendant 3 saisons, en fait, il y a le point de la cave, surtout. Donc, ce point où il y a cette quête, en fait, de découvrir cette cave, donc avec la clé qu'Eren possède autour de son cou. C'est qu'en allant dans cette cave-là, on découvrira tous les secrets. Mais bon, est-ce que vraiment, en allant dans cette cave-là, on a découvert tous les secrets? Non, parce que là, je suis à la saison 4 et on n'a toujours pas tout découvert. Ce qui nous a encore plus attiré, c'est le réalisme. C'est le réalisme de l'animé. Il y a beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale. La confrontation des Eldiens et des Mars, elle nous fait un petit peu penser à la confrontation quand même. À la confrontation des Juifs et des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les brassards, ça me rappelle extrêmement les Juifs. C'est pas l'unique inspiration, il y a également cette inspiration donc d'une oppression envers une civilisation spécifique ou une ethnie. Par exemple, prendre l'exemple d'aujourd'hui, donc on a cette oppression envers les Ouïghours, en Chine. Il y a aussi ce cycle de vengeance, on réussit à faire le lien avec le génocide rwandais dans les années 90. Donc en fait, tous ces points qui sont tellement actuels et tellement réalistes, c'est ce qui nous permet encore plus de s'attacher à l'univers et de continuer l'histoire jusqu'à soif d'informations. Au début du manga, dans les premières saisons, c'est très centré. Donc on est que entre les murs, il y a rien d'autre au tout début. Arrivé à la saison 3, 4, plus 4, mais 3 quand même un petit peu vers la fin, on découvre la mer, dédicace à Armin. On découvre la mer et ensuite on découvre le monde qu'il y a derrière les murs en fait. C'est ça. Tout ce qu'il y a derrière les murs qu'on n'a pas vu depuis le début de l'animé. Ça s'ouvre progressivement. Comment on peut parler de SNK sans parler de ces personnages? Vous voyez le mot charismatique, il a été créé pour eux. Que ce soit Erwin Smith,
que ce soit Levi Ackerman. Coupe-moi. Mais coupe-moi. Levi. Ou encore Mikasa, enfin il y en a tellement, mais on va se centrer principalement, on va dire, sur des personnages qui ont ils ont tous eu une évolution, on va dire. Mais on va pas parler de tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop, ils sont tous importants. Mais on va se centrer sur les personnages qui ont vraiment une importance et une réelle évolution. En passant par Armin. Armin, c'était un personnage très peureux, très peureux au tout début. Plus les épisodes avancent et plus il prend confiance en lui. Son but, c'était uniquement de voir la mer. Il voulait simplement voir la mer, c'est tout. Et il s'est retrouvé à devenir un titan, à se battre. Lorsqu'il arrive à Revelio, il a pu comprendre que Bertholdt, lui, à l'époque, avait fait la même chose lorsqu'il est entré à l'intérieur des murs. Donc en fait, il y a eu grave un inversement. En fait. C'est ça, exactement. Et vu qu'il a les visions de Bertholdt, bah à mon avis, ça l'attriste encore plus. C'était le plus pacifiste et il en est même venu à se battre avec Eren Yeager. Bon, après, à la fin, il s'est fait niguer par Eren Yeager. Genre, un glow-up. Un glow-up. Ah non, genre... Merci Mappa. Et merci Sayama. Je crois que je suis enceinte. T'as dit je crois que je suis enceinte? Jean, au tout début, c'était le personnage préféré d'Isayama. C'était son personnage préféré. Oh, on a bien travaillé, on a fait nos recherches. En fait, Jean, son but, c'était d'être tranquille. Il se souciait pas de ce qui se passait en fait. Il voulait juste être tranquille, posé, paisible, entre les murs. Il a pas cherché à plus loin et il s'est retrouvé à tuer des gens. Malgré lui, un peu comme tous. Comme tous, en fait, ils ont pas eu le choix. Mais Jean, un glow-up. Attends. Je crois que je vais pleurer. On va vous mettre la scène. Reiner, c'est devenu après par la suite le personnage préféré d'Isayama. Donc de base, Reiner c'était le militaire en fait, c'était le militaire Mar. Il a été conditionné en fait à cette mission qui était d'intégrer, de récupérer le titan originel, en fait de s'infiltrer chez les Eldiens pour pouvoir ensuite récupérer le titan originel. Qui s'est infiltré chez les Eldiens, chez l'ennemi, chez les démons du paradis pendant 5 ans. C'est lié d'amitié en fait avec les Eldiens et il s'est rendu compte au fur et à mesure que tout ce qu'on lui avait appris durant toute son enfance, bah ça s'avérait faux. Tous les préjugés qu'il avait sur les Eldiens, c'était faux. Le choc de découvrir que tout ce qu'on lui a appris petit, c'était faux, ça a causé chez lui un dédoublement de personnalité. Il est même devenu suicidaire et je le comprends tellement. Vous imaginez, genre, vous incorporez tout. Ouais, ce sont les ennemis. Une fois que tu vas chez les ennemis, tu vois que c'est des personnes. Tout ce qu'on t'a dit, c'est totalement faux. C'est des gens totalement pareils. Victimes en fait. C'est ça. C'est des innocents. Et comme l'a dit Eren, toi et moi, on n'est pas si différents. Eren. Ah oui, pardon. Eren. Vraiment, on n'est pas si différents. Et très bonne transition, excellente que à Eren Yeager. Eren, lui qui est du début jusqu'à la fin, en fait, en quête de liberté. C'est le fil conducteur en fait de ce personnage. Celui qui doit aller de l'avant jusqu'à exterminer tous ses ennemis. Au début, on voit que c'est un personnage très impulsif, très téméraire. Il passe à l'action avant de réfléchir. En fait, non! C'est pour ça qu'il y a Levi qui le... C'est Levi qui le fait. Il a corrigé Levi. C'est Levi qui le canalise un peu, en fait. S'il n'y avait pas eu Levi, il se serait barré en cacahuète. Levi, je voyais, genre, je mets ma main dans mes cheveux, dans ses cheveux, comme ça, lui m'aurait retourné, il m'aurait fait... J'aurais fait... Ah! Oui! À partir de la saison 3, donc le dernier épisode de la saison 3, qu'on voit qu'en fait, il a totalement changé. Et lorsqu'en fait, il baise la main d'Historia, on sait pas ce qui se passe. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on sait pas ce qu'il a vu. Mais c'est à partir de là qu'il a totalement changé. Son visage, il change totalement. Il est toujours blasé. Il y a eu un déclic. Un total déclic. Et on voit à partir de la saison 4, les démarches sont beaucoup plus réfléchies. Il met en place des stratégies auxquelles il a réfléchi avant. Lorsqu'il y a l'attaque à Revelio, il passe à l'action, mais il sait très bien ce qu'il fait. Ouais, c'est que là, maintenant, il prend ses décisions et maintenant, qui même me suit. Et notamment une réelle évolution. Donc, entre le début, ça n'a rien à voir. Il a les cheveux longs, en fait. Voilà, c'est tout. Il a les cheveux longs. Il a des pecs. Eh bien, on continue à se battre ensemble. On va exterminer toutes les ennemis. On n'est pas dans la tête d'Eren et le truc qui nous dit, mais putain, qui nous énerve, mais en même temps qui nous intrigue, c'est qu'on sait pas ce que Eren il a dans la tête. L'œuvre n'est pas manichéenne du tout. Aucun personnage n'est tout blanc, aucun personnage n'est tout noir. Ce qui nous plaît aussi, c'est qu'on voit la vision des différents personnages. Par exemple, la saison 3, on comprend, c'est quand on commence à comprendre un peu l'histoire derrière les murs. Grisha, on voit sa vision en fait, comment il s'est retrouvé là. Après dans la saison 4, on voit la vision de Sieg. On comprend que Grisha, on croyait que c'était Sieg le méchant, mais après quand on regarde la vision de Sieg, on se dit ah mais en fait il est pas non plus trop méchant. Donc c'est pareil, il est pas tout blanc tout noir. Il se battait clairement pour la renaissance d'Eldia et une fois qu'on voit la vision de Sieg, on se dit ah mais en fait Grisha, il est pas si gentil que ça. Non, Grisha, on voyait que Grisha utilisait Sieg clairement comme un pion. Il le voyait pas vraiment comme un fils, mais il disait bon on va former cet enfant là. Il avait besoin de lui. C'est ça. Un point vraiment dans SNK qui est prépondérant, ce sont les relations entre les personnages. Ça nous parle énormément, ça nous touche. Par exemple, ils ont un lien, il y a des liens fraternels.
par exemple, on prend l'exemple de Erwin, Levi. On va dire qu'on les voit un peu comme des frères. Même la promesse que Levi a fait à Erwin, on va dire c'est une promesse fraternelle. Genre, par exemple, on peut même voir la relation Mikasa, Eren, encore Rainer, Berthold. Et c'est un amour très peu explicite par contre. Ils se disent jamais je t'aime, jamais. Mais tout passe par l'action. Tout se passe par l'action. Les seules fois où ils se disent clairement leurs sentiments. Donc il y en a une fois où Eren il est dans sa charrette là, il dit que voilà qu'il aime ses amis en fait, on va dire, et même ils rougissent tous, ils sont tous un peu gênés de cet amour qu'ils disent qu'ils s'aiment. Et même il y a la scène où il y a Sacha, Connie et Jean où ils se disent genre quand c'est la mif genre. Ouais, ils se disent clairement je vous aime plus que les autres quoi. Et des sentiments très bien développés, de façon très implicite, mais en fait ça nous saute aux yeux et c'est ça en fait qui nous tient, qui nous permet de nous attacher en fait et de et de s'identifier notamment à leur personnage. Hajime Isayama, c'est un génie d'avoir créé ce tel manga. Il est très conscient de la réalité, il s'est associé à une réalité quoi. Il est très présent lors de la production de l'anime, dans les studios d'animation. Il est très très méticuleux avec les seiyuu. Et aussi le placement des foreshadowing. Là, vous vous demandez sûrement ce que c'est qu'un foreshadowing. Demandez au gars derrière la caméra. Vous vous demandez sûrement ce que c'est qu'un foreshadowing. Et ben, vous répondra pas. En fait, durant l'anime et durant le manga, il donne des indices. Par exemple, un truc tout bête de foreshadowing, c'est lorsqu'on voit dès la saison 1, on sait pas encore que Eren c'est un titan, mais on voit en fait qu'il se régénère. Vous voyez la fumée qu'ils ont autour d'eux là. Mais ça pour nous, vu qu'on est au tout début, on se calcule pas. Mais en fait, c'est les petits indices qu'ils laissent. Même d'autres foreshadowing, lorsque en fait ils sont, je sais plus c'est quel épisode, mais ils sont tous dans la tour. Donc il y a Ymir, il y a Berthold. Et en fait Berthold, on sait toujours pas que c'est un titan. Et en fait, au moment où la tour se détruit, on voit Berthold en fait se mordre pour se transformer en titan. Mais c'est des choses auxquelles on prête même pas attention. Mais une fois qu'on sait. Par exemple, lors de l'ending de la saison 2, donc pour ceux qui regardent les endings, parce qu'on voit que l'ending en fait c'est toute l'histoire des titans. Donc c'est tout ce qu'on vient de vous énumérer en fait depuis le début qui fait en fait la magie de l'animé. C'est tout cet engouement qu'il y a là, c'est grâce à tout ça. Un vrai réalisme, et ce qui nous permet réellement de nous identifier, parce que je pense que c'est l'identification aussi qui fait la force de cet animé. Mais après, il faut pas oublier que ça reste un génie. Même l'idée générale, il fallait y penser quoi, c'est pas... Et le fait, Et même comme on l'a dit aussi, le fait qu'on part d'une situation zoomée à une situation globale. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, pouce gris. On a fait grave des recherches, regardez. Pas de pouce gris, pas de pouce gris. On a fait des recherches, Donc merci à l'homme de l'ombre qui est juste là en train de se gratter comme un porc. Il veut pas se montrer. Il veut pas se montrer. Merci. Et tout ce qu'on a à dire, c'est... Est-ce que vous savez pas ce que ça veut dire? Britanniel l'écrira au montage. Tchuss! Sayonara! Oh, oh, ah! Shingeki no Kyojin. I got the baddest bitch out of the city. She got my name on top of her titty. I do my dance when I get jiggy. I do my dance, I feel like I'm shaking. Shake it up, do a trip, climb on top, do a spread. She wanna do it on my dick. Sit on my mirrors, I told her look out for the sticks.